À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur. Mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous fit sortir du bloc et l'on nous promena de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelque autre nationalité et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ils étaient tous semblables. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blokova. Il y avait une grande pièce de chaque côté. La responsable en était la Stubova. En allemand, Stube signifie salle, chambre. Dans chaque Stube, il y avait les fameux chalets, que là aussi vous devez connaître. Ces étroites couchettes en bois munies d'une paillasse et à 3 étages. Au début, l'on couchait 2 par chalet, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalet. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore bien plus serrés sur ces étroites couchettes. Mais nous, en arrivant, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalet, j'étais dans le chalet d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha Desrumaux. Bien entendu, les enfants, ce nom ne vous évoque rien, ça s'est passé il y a si longtemps et si loin d'ici. Mais sachez que Martha Desrumaux, à l'époque, était une femme du Nord, très célèbre. C'était une grande résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétard. Et au 3e étage du chalet, couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Si je vous raconte tout cela, les enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort. Un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée très précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au Washraum. Le Washraum, dans ce bloc 31, était une pièce énorme dans laquelle il y avait un grand bloc de pierre. Dans ce bloc étaient insérés quelques fins tuyaux d'où s'échappait un mince filet d'eau froide, bien entendu. Mais il n'y avait pas suffisamment de points d'eau pour le grand nombre que nous étions, ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce Washraum. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom.
Cependant, il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Mais parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur. Puis, tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable. Tous devaient s'y rendre. Et c'était si dur, si insupportable. Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force pour se lever et venir à l'appel. D'autres même, parfois, étaient déjà décédées, ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant. C'était atroce. Je revois encore certaines déportées plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt, l'SS lançait son chien menaçant qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportées plus âgées, plus maladives, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais. Chaque jour, après l'appel, les femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient par exemple en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler aux Scheisskolonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, l'on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue. Elle manipulait des outils, pelle et pioche plus lourds qu'elle. Elle souffrait beaucoup physiquement, mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, retiraient parfois un enfant dans un bloc ou dans un autre. Cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de l'Arbeit, maman se demandait avec angoisse: vais-je retrouver mes petits-enfants? Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce tourment quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler. Nous étions trop faibles, trop chétifs. Nous étions des bouchées interminables. Nous avions peur de tout. Nous n'osions bouger. Nous restions donc enfermés, l'hiver surtout. Vous savez, à l'époque en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux. La température pouvait descendre jusqu'à -10, -20, parfois même
30 degrés et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres robes rayées. Nous restions donc enfermés. Les journées n'en finissaient plus. Nous ne commencions à revivre, à respirer que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, parce que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc, et nous ne jouions plus. Nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux donnaient de graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Il y avait aussi les boutons, ces horribles boutons. Tous les déportés en étaient remplis. Il y avait également bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très mal en point, on l'emmenait au révire. Le révire, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner, mais au révire, l'on était dispensé de l'appel et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon petit frère André avait un anthrax, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au révire. Mais ce tout petit enfant, sans sa maman, avait si peur, pleurait tant qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait de ces boutons, ces furoncles, qui curieusement s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furoncles, c'est toute une petite calotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au révire, j'avais une forte dysenterie. Et au révire également, nous avions très peur, nous les enfants, sans maman. La nuit surtout, vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de proportion. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. L'on entendait les toux des tuberculeux. L'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés bien longtemps dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusque début février 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à cette tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarrions pour être servis les derniers. Les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons étaient très lourds. Le sol, parfois inégal,
faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu, de mes propres yeux vus, des déportés se mettre à plat ventre et laper la nourriture comme des chiens, tant nous avions faim. Nous ne voulions rien perdre. Le soir, guère davantage, un quignon de pain noir allemand bien dur, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage. Ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions pas de pull, nous n'avions rien pour nous protéger. Mais souffert surtout de la peur, nous les enfants, d'une peur constante. Pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Ces SS étaient terribles, leurs chiens menaçants. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions réellement une peur bleue. Vous savez, les enfants, près de 75 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Début février 1945, l'on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Parmi nous, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück enceintes. Avec l'aide d'autres déportés, avaient mis leur bébé au monde, étaient donc là. Vous savez, les enfants, au début à Ravensbrück, quand une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt, de la façon la plus atroce. On plongeait ces nouveau-nés dans des seaux d'eau froide, on les noyait, et les nazis poussaient le fils jusqu'à chronométrer combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à trépas. Nous étions donc là sur la place, nous devions partir. Mais partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où, à nouveau, il y avait des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et à nouveau avons voyagé 2-3 jours, toujours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous, le seau hygiénique qui dans les chaos de la route se renversait, nous inondait. C'était un voyage atroce et nous étions si serrés. Parfois la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon. Ces parois avec des cadenas, des ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleui que l'on se rendait compte des affres de la nuit. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, des camions vraisemblablement nous attendaient. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là. Quelle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait à tâtons sous les doigts dans la pénombre, eh bien c'étaient les cadavres de ces nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet.
Ces cartons, ensuite, étaient hissés sur les camions. Mais s'il y avait tant de monde, tout le monde avait pu saisir cette scène atroce. Et certaines déportées, plus âgées, plus fatiguées que d'autres, en grimpant dans les camions, étaient toutes heureuses d'y trouver un siège, ces fameux cartons, en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir, étant donné le grand nombre. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène. Ces camions n'ont roulé que peu de temps, quelques dizaines de kilomètres, puis se sont arrêtés. Nous sommes tous descendus, mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous il y avait de grands malades, il y avait des personnes décédées, nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades. Il a fallu courir à l'appel, et là, nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on a appelé également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui explique tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore chaque jour ces charrettes en bois munies de 4 montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à cette tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette qui, une fois remplie, prenait la route. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient. L'on voyait ici pendre un bras, là une jambe, là un crâne, vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert, que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, nous nous sommes dit, nous ne tiendrons pas longtemps dans ce camp-ci. Nous mangions encore moins qu'à Ravensbrück, où déjà nous crevions de faim.